Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un webinaire de l'AFPBN, encore un. Et celui-là, il est transsection. Donc, vous connaissez l'AFPBN, l'Association française de psychiatrie et de biologie et neuropharmacologie. Et aujourd'hui, on a un webinaire entre deux sections de l'AFPBN, la section neuropsychiatrie, qui est présidée par Coraline Ingré et qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et la section psychiatrie légale. Donc, vous avez deux membres imminents, le coprésident Mathieu Lacambre qui est avec nous et Laurent Laillé. Donc, on va parler de traumatisme, on va parler de dissociation et on va parler de victimes, on va parler d'agresseurs. Et pour ce faire, on a ces trois orateurs et on va commencer par Coraline Ingré. Alors, Coraline, tout le monde la connaît, c'est la fille énergique de la psychiatrie et à l'interface de la neurologie. Elle travaille à Nancy dans le service universitaire. Coraline a écrit un livre sur le trauma avec Wissam Elhaj, professeur à Tours, et elle est connue comme étant Miss Knep de la France entière. Donc, elle parle beaucoup de dissociation et justement, c'est le sujet aujourd'hui de sa présentation. Alors, le titre est original. C'était un brainstorming entre nous quatre. Accusez, dissociez-vous. Donc, on va décliner plusieurs thématiques autour de la dissociation. D'abord, qu'est-ce que la dissociation post-traumatique? C'est Coraline qui va en parler. Est-ce que c'est un symptôme de survie? Est-ce que c'est une scission de la personnalité? Après, Laurent Laillé va faire un focus sur le regard d'un expert. Il est expert près de la Cour de cassation. Et donc, on va demander ce regard autour de l'expertise et la responsabilité pénale avec des victimes dissociées. Et pour terminer, la relation très complexe entre l'agresseur et la victime, une relation compliquée et dynamique. Et Mathieu Lacambre va nous expliquer cette relation. Donc, on va commencer par Coraline. Et bonjour Coraline. Bonjour Nidal, merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat qui est ouvert à cela. Et effectivement, on va commencer sur on va planter le décor de la dissociation. Et puis, Nidal va nous présenter quelques mythes classiques autour de la dissociation. Alors, avant tout, c'est parti. OK. Alors, les questions, je les prends dans le chat. C'est moi qui vais gérer. Je vais aussi poser des questions aux trois experts qu'on a qui sont connectés. D'abord, une première question à Coraline Ingré. Merci d'avoir mis ma photo déjà sur la slide. Ça fait vraiment… Et donc, Coraline, une première question. Moi, je pense que dissociation, c'est schizophrénie. Ça fait partie de la triade clinique de la schizophrénie. On dit désorganisation, dissociation, délire, etc. Est-ce que la dissociation égale uniquement schizophrénie? Eh bien non, la dissociation n'égale pas uniquement schizophrénie et même on n'est pas censé parler de dissociation dans la schizophrénie. Sauf qu'on est vraiment dans une particularité française. Quand on dit « il est dissocié », est-ce qu'on est en train de parler d'un patient qui souffre de schizophrénie, d'un état de stress aigu traumatique, d'une amnésie dissociative, d'un trouble dissociatif? Et en fait, on est le seul endroit au monde où on utilise ce terme aussi couramment dans la schizophrénie au lieu d'utiliser la désorganisation et la discordance. Ça a une vraie explication, en fait. Ça a une explication historique. C'est un problème de traduction. Alors, je suis très mauvaise pour prononcer ce nom du Splatlung de Bleuler, qui a été au départ traduit par dislocation. Et dans notre contexte français, avec Pierre Janet, cela a vrillé, a détourné vers la dissociation au lieu de rester sur ce terme de désorganisation. C'est donc juste, finalement, une erreur de traduction initiale qui fait qu'on a ce mythe d'association schizophrénie-dissociation. OK, donc premier mythe, fustigé et royalement. Deuxième conviction qu'on a, est-ce que la dissociation, c'est un truc d'Amerloc? Parce que souvent, c'est aux États-Unis, les séries américaines, on est dissocié, etc. Est-ce que c'est un concept américain anglo-saxon?
Eh bien non, non plus, ce n'est pas du tout un concept américain, c'est un concept totalement français. Pierre Janet, hein, contemporain de Charcot, de Freud, à la pitié salpêtrière, qui était philosophe, psychiatre et qui a été le premier à décrire vraiment ce concept de dissociation. Alors pour comprendre la dissociation, il faut déjà comprendre l'association. Pour lui, et il avait parfaitement raison, notre cerveau en permanence a une activité de synthèse. Il associe, il agrège un ensemble de flux, de sensations, de mouvements et d'idées qui nous donnent une perception de la réalité du monde et une identité. Finalement, en continu, nous avons cette synthèse verticale. On associe nos processus cognitifs, émotionnels, corporels au sens de nos perceptions, mais aussi au sens de notre motricité. Et puis, on a aussi une agrégation horizontale mnésique où je me situe dans l'ici et maintenant par rapport à mes expériences passées et par rapport à mon futur. Tout cela me permet de créer une conscience de moi dans mon environnement et un sentiment d'identité. Et ce processus, c'est un processus qui apparaît dès la naissance, mais qui va vraiment se solidifier, on dit généralement, vers 9-10 ans. Et donc, en continu, nous sommes dans cette activité de synthèse. Et qu'est-ce qui se comme on peut la représenter là, par des pièces de puzzle, vraiment d'un point de vue schématique. Mais tout ce qui se fait peut être défait, d'après Pierre Janet, et donc à certains moments, on peut avoir autant de désunification, libération, décomposition, dissociation de certaines de ces pièces qui sont habituellement agrégées. Et Pierre Janet est le premier à dire que quand cela survient, les pièces qui ont été dissociées de cet ensemble pourraient se réassocier ensemble jusqu'à obtenir un sentiment d'identité. Et donc, on peut représenter les choses de cette manière-là. À certains moments, les choses se déconnectent. On verra toutes les circonstances possibles où cela survient. Et dans des circonstances traumatiques où cette dissociation a lieu, on a donc des parties dissociées. Ces parties dissociées sont porteuses de matériel traumatique, aussi bien de souvenirs, de scènes traumatiques ou des stimuli associés à ces souvenirs, aussi bien d'émotions en lien avec les traumatismes, peur, honte, culpabilité, vous les connaissez bien, mais aussi des réactions très en lien avec les traumatismes, on va y revenir, telles que la fuite, le figement, la soumission. Et ces parties, qu'on peut appeler parties émotionnelles, peuvent plus ou moins s'associer, d'autant plus si ça survient très précocement, au moment où l'identité n'est pas totalement construite et acquise. Et on peut arriver avec un assemblage de ces parties dissociées à ce qu'on appelle des alters qui vont avoir eux-mêmes le sentiment d'identité. Alors juste pour dire à quel point finalement Freud a repris cette notion de dissociation, mais lui comme un mécanisme de défense face au traumatisme. Puis il a parlé de traumatisme de traumatisme imaginé ou fantasmé. Et donc, ce concept de dissociation à la Janet a vraiment décru avec l'essor de la psychanalyse. Il est revenu effectivement par les Américains, d'où cette notion, au moment de la guerre du Vietnam, au moment de la découverte des troubles de stress post-traumatique et dissociatifs. Et actuellement en France, il réapparaît de plus en plus depuis un petit peu la diminution ou le déclin du courant psychanalytique. Donc non, c'est un concept français. Donc, c'est un concept français. Merci, Cocorico Janet. Et donc, on a bien compris, c'est un puzzle, il explose. On peut l'associer, le réassocier selon les événements de vie et dont les événements traumatiques. Donc, merci. Les Français avant les Américains et on revient dessus. Alors, être sidéré. Alors, moi, je connais bien les victimes, j'en fais beaucoup en expertise et on voit bien quand même, elles sont hyper culpabilisées parce qu'au moment de l'agression, au moment du trauma, on est dans un espèce de stress dépassé, on est sidéré, on ne peut pas lutter contre son agresseur, son violeur, on ne peut pas crier et on est comme glacé, sidéré. Est-ce que c'est un signe de fragilité de la personnalité? Parce que plutôt, il faut, oui, crier, se défendre, etc. Et cette sidération, quelle place a cette sidération, Coraline Ingré? Très bonne question et effectivement, tu pointes le plus important, c'est un symptôme extrêmement culpabilisant pour les victimes. Non, cette sidération n'est pas un signe de fragilité, c'est un fonctionnement de survie. La dissociation, c'est évidemment un mécanisme d'urgence pour éviter la contagion émotionnelle au moment d'un événement traumatique. On a la capacité de déconnecter notre corps, nos fonctions sensorimotrices de nos pensées
et de nos émotions. Et on est dans ces 3 F que vous connaissez tous. Soit j'ai la capacité de me battre dans cette situation, soit j'ai la capacité de fuir. Mais si je ne peux ni me battre ni fuir, j'ai un troisième comportement qui s'appelle la sidération et en fait qui est extrêmement utile. D'ailleurs, le voici sur un plan animalier. Lorsqu'il se sent menacé, il peut adopter un comportement insolite, la thanatose. La thanatose consiste en une quasi parfaite d'un état de décès suivi de mort. La petite chose, mignonne, s'immobilise, ses membres se raidissent et elle se fait ainsi passer pour un repas avarié face à un prédateur potentiel. Ça la rend quand même beaucoup moins mignonne. Et oui, on voit que déjà dans le monde animal, c'est extrêmement utile de pouvoir se figer face à un agresseur pour lequel on ne peut ni se battre, ni fuir. Donc, c'est utile. Nidal, tu as coupé ton micro. Alors, on a perdu Nidal. Voilà. Non, je suis là. C'est une notion très importante dans le soin et de déculpabiliser quand on est psychiatre et on prend en charge des victimes pour les déculpabiliser, d'expliquer cette notion de sidération et pour les rassurer aux victimes. Alors, quatrième conviction que j'ai, et je te pose encore la question, Coraline, est-ce que c'est pathologique? C'est pathologique d'être dissocié? Eh bien non, ce n'est pas forcément pathologique. En effet, on vit tous des processus de dissociation au quotidien. L'exemple classique, c'est je suis au volant de ma voiture, je pense à mes consultations de la journée, j'ai la possibilité d'écraser personne, de m'arrêter au feu rouge sans aucun problème et pour autant, j'arrive 3 km après et je n'ai pas du tout engrammé dans ma mémoire ce trajet. Je suis dissociée. Quand j'assiste à une conférence qui me barbe, j'ai aussi la capacité d'être ici et maintenant et de faire des petits hochements de tête alors que je pense totalement à autre chose. Quand je suis face à un vécu émotionnel extrêmement agréable et riche, je donne toujours ces exemples. Moi, la première fois que j'étais à Bonifacio, je suis restée, mais ça m'a semblé un temps incroyable parce que quand on est dissocié, on a bien une perte de repères temporels et une déréalisation. Impossible de parler, de commenter. C'était tellement beau. J'étais dissociée. OK. Et on le sait aussi, face à un vécu émotionnel désagréable, quand on est dans des stress, dans des conflits, avec cette Covid, on peut se retrouver à certains moments soit à mettre un peu sa carapace de super-héros, non, je ressens rien, c'est bon, cause toujours tu m'intéresses, et on se dissocie de ses émotions, soit on peut parfois avoir l'impression que ce n'est pas tellement la réalité du vécu dissociatif qu'on vit au quotidien, et vous le savez aussi, dans l'hypnose, c'est évidemment le mécanisme qu'on utilise pour traiter. Donc, du moment où on se dissocie, mais qu'on accepte cette dissociation, et surtout qu'on a un contexte de sécurité relationnelle, de sécurité intrinsèque, avec un attachement sécure, on se réintègre, on réassocie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi un mécanisme physiologique au quotidien. OK, donc on a compris, la dissociation peut exister et l'exemple même, c'est celui de la conduite. Tout le monde ici, enfin toutes les personnes qui sont connectées ont déjà vécu cet état de dissociation. Alors, du coup, c'est normal d'être dissocié? Du coup, ça peut être normal, mais quand on se dissocie, qu'on refuse ce processus de dissociation, en particulier quand c'est lors d'un événement traumatique où évidemment c'est extrêmement compliqué d'accepter cela, et d'autant plus si on a un contexte d'insécurité relationnelle ou de trouble de l'attachement, on peut rester bloqué en dissociation. Et c'est là que ça devient problématique et c'est là que ça devient pathologique. Cet exemple classique d'une patiente qui débutait de la dissociation lors de maltraitance. Et finalement, au fur et à mesure, elle se rend compte à quel point c'est utile de pouvoir se déconnecter de la réalité, de se déconnecter de ses émotions quand on a des stress, quand on a des expériences compliquées. Et lors d'un nouvel événement traumatique beaucoup plus fort, d'un événement précipitant, on va avoir un vécu dissociatif encore plus fort et on peut arriver vers des symptômes dissociatifs tels que la crise non épileptique psychogène. Et c'était effectivement l'histoire de cette première patiente qui me racontait que lorsqu'elle subissait de l'inceste, c'était pas grave, elle était à côté d'une rivière, il faisait beau. Et finalement, elle finit avec des crises catastrophiques où elle se fait mal plusieurs fois par jour. Donc, on voit que la dissociation est un processus aussi pathologique dans son intensité et dans sa chronicité. Donc, non, ce n'est pas toujours normal.
Là, tu nous simplifies la tâche, Coraline Ingré. Tantôt, tu nous dis que c'est pathologique, tantôt que tu nous dis que ce n'est pas pathologique. Bon, bref, on a bien compris, c'est une affaire complexe, cette dissociation. Et alors, ces symptômes, les symptômes cliniques d'une dissociation, quels sont-ils? Et est-ce que ce sont des symptômes très bruyants ou ça passe inaperçu? Alors, ça peut être les deux tout à fait. Alors, diapo un peu complexe, mais qu'on va détailler ensemble. Les symptômes dissociatifs, ils sont de deux natures. Soit ils sont en négatif, c'est-à-dire l'absence pathologique d'une fonction, soit au contraire, ils sont bruyants, avec la présence pathologique d'une fonction. Ils peuvent s'exprimer sur un versant très psychogène ou au contraire sur un versant somatoforme où ils s'expriment dans le corps. Si l'on prend effectivement la dissociation psychogène négative, ça va être tous les processus d'amnésie, de dépersonnalisation, la perte de contact avec soi-même, déréalisation avec la réalité, et puis l'anesthésie émotionnelle. Alors que d'un point de vue somatoforme, ça va être les paralysies, les pertes de sensations. D'un point de vue positif, ça va être au contraire des intrusions de souvenirs traumatiques, mais aussi des intrusions telles que des voix, un sentiment d'automatisme mental qu'on va retrouver dans cette dissociation psychogène positive. Et au niveau somatoforme, typiquement les CNEP ou des mouvements dissociatifs. Et en fait, l'idée, c'est que les symptômes négatifs, ce serait un petit peu une lutte contre la partie apparemment normale, c'est une théorie qui évoque cela, qui viendrait lutter contre l'apparition, vous savez, de ces pièces de puzzle qu'on appelait les parties émotionnelles, ou au contraire, ce serait l'expression de ces parties émotionnelles qui seraient sur un versant de figement, de sidération, d'anesthésie. Les symptômes positifs, quant à eux, sont vraiment le reflet de ces parties émotionnelles, de ces contenus et de ce matériel traumatique qui survient. Et donc, on peut par exemple comprendre le trouble de stress post-traumatique qu'on connaît tous très bien selon ce spectre dissociatif. Quand on a vécu un trauma, on peut y repenser comme un mauvais souvenir, ou on peut y repenser et vraiment le revivre, être totalement absorbé, avoir l'impression que ça se rejoue et qu'on le revit. D'un côté, on n'est pas dissocié, de l'autre, on est complètement dissocié. On le sait aussi, dans le TSPT, on a ces perceptions négatives de soi, ces critiques. Ça peut rester à ce stade-là, ou si ça se dissocie complètement, on va arriver à de véritables hallucinations auditives, de voix qui vont nous critiquer. Au niveau du corps, vous le savez, hypervigilance, sursaut dans le trouble de stress post-traumatique, ça peut rester de cette expression-là, où on peut aller plus loin vers vraiment un sentiment de détachement et de dépersonnalisation. Idem au niveau émotionnel, on a très souvent des cognitions négatives, de la culpabilité, etc. Mais on peut arriver jusqu'à un engourdissement, une anesthésie. Donc vous le voyez, même au sein du trouble du stress post-traumatique, on peut voir des symptômes, qu'ils soient ou non de l'ordre dissociatif. Et donc, les classifications… Oui. On va faire vite, hein, parce que le temps passe. Vas-y. Les troubles dissociatifs sont décrits dans les différentes classifications, le DSM-5 et la CIM-11, l'amnésie dissociative, le trouble dissociatif de l'identité, la dépersonnalisation des réalisations et les troubles de stress post-traumatique. Non, ils passent donc souvent inaperçus, ils sont souvent comorbides. Ok, bon, on va terminer sur une question. Est-ce que les troubles dissociatifs sont très rares ou exceptionnels? Non, hein, ils ne sont pas rares et exceptionnels. On pense qu'ils représentent au moins 10% de la population, en particulier dans les populations psychiatriques, avec un trouble dissociatif de l'identité qui pourrait aller jusqu'à 5% dans certaines populations psychiatriques. L'idée est vraiment qu'ils sont sous-diagnostiqués. Ils sont sous-diagnostiqués parce qu'ils ne sont pas assez enseignés et aussi parce que les patients, ils ne se présentent pas la plupart du temps en disant « j'ai un trouble dissociatif ». Ils se présentent avec des troubles de l'humeur, avec un trouble borderline, avec des troubles anxieux. Et donc, justement, parce que la dissociation, ça a pour but de cacher ces troubles-là, ils ne viennent rarement avec cela sur le devant. Donc, ils sont fréquents et c'est nous qui les sous-diagnostiquons. Ok, donc trouble dissociatif, on l'a compris, c'est un concept français, concept pas américain, mais alors le trouble dissociatif de l'identité, le dédoublement de personnalité, les séries Netflix et tout le reste, hein, est-ce que ça revient aussi par les États-Unis ou c'est un phénomène de mode ou quoi?
Alors, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène de mode alors qu'il est apparu dans les classifications internationales depuis de très, très nombreuses années. On décrit comment un ou plusieurs états de personnalité distincts, on peut plutôt parler même d'identité. On a des fréquents trous de mémoire. Avoir une amnésie ne signifie pas qu'on a un black-out complet de switch de ces identités. Et ces symptômes sont à l'origine d'une détresse. Donc, c'est la manière de comprendre le TDI rapidement. Il y a cette notion. Est-ce qu'il y a des effets de mode? Alors, on en voit effectivement pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a oui, il est en train d'imiter ce qui se passe dans Split. Le problème de Split, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de caution scientifique avec des données très justes sur le TDI et que ça, comme un film, ça transforme au niveau du fantastique avec cette bête qui survient où on est très loin de la réalité. Donc oui, on peut avoir certaines personnes qui miment consciemment ou inconsciemment un TDI. Mais ce n'est absolument pas la majorité du temps. On a moyen, et Laurent Layet y reviendra, on a des signes qui nous permettent d'avoir l'alarme qui se déclenche. Mais pour moi, la plupart du temps, en France et en 2021, le problème, c'est plutôt qu'on ne le recherche pas, qu'on ne le diagnostique pas, plutôt que le fait qu'on est envahi par des gens qui voudraient absolument ce diagnostic. Typiquement, cette patiente qui a pu m'évoquer, avec qui on a travaillé sur un TDI avec 4 identités, pendant 2 ans, je l'ai vue pour un trouble de la personnalité borderline, des attaques de panique, une phobie sociale, une labilité thymique, et j'ai mis bien du temps à accéder à cela. Et certains de ces haltères ont un côté très symbolique, c'est pas pour autant que ce n'est pas la réalité, bien au contraire, c'est des phénomènes d'identification qui peuvent se faire. Donc, c'est une réalité fréquente que nous sous-estimons. Ok, Coraline, il était temps que tu t'arrêtes parce qu'on ne te voit plus. Merci pour cette énergie. Tu as envoyé 350 millions de watts. Merci à toi. Et donc, je me rappelle que tu as écrit avec Wissam El Hadj un bouquin sur le trauma, comment s'en sortir. Et pour les gens qui sont intéressés par la question de la dissociation, un beau papier qui est sorti avec la lettre du psychiatriste, c'était il y a quelques jours. Vous pouvez le télécharger sur Edimark si vous n'êtes pas abonné à la lettre de psychiatrie, où il y a Wissam qui a écrit, Stéphane Mouchabak, Laurent Layet qui est présent, et toi, Coraline, qui a coordonné. Merci beaucoup. On va passer à la présentation de Laurent Layet. Ciao, Coraline. À tout à l'heure pour les questions. Donc, Laurent, salut. Salut. Alors, Laurent fait partie de la section psychiatrie légale. Il est expert près de la Cour de cassation. C'est un expert qui a fait énormément d'expertise et on interroge Laurent sur cette question, sur un enjeu important dans l'expertise qui est la question fondamentale, la question phare, la question de la responsabilité pénale selon l'article 122.1. Est-ce que quelqu'un qui est dissocié va être responsable, aboli ou altéré? À toi, Laurent, la question. Ben, merci beaucoup et donc merci Coraline pour cet exposé vraiment bien avec des questions que Nidal a posées vraiment très très pertinentes. Donc moi je vais effectivement me centrer sur la notion d'abolition du discernement avec simplement le rappel de l'alinéa 1, la personne n'est pas pénalement responsable si elle était atteinte au moment des faits, donc d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Donc, un petit rappel en préambule très, très rapide pour quand même rappeler qu'il y a une différence significative entre un examen psychiatrique qu'on pourrait faire à l'entrée d'un hôpital psychiatrique et une démarche expertale. Alors, la démarche expertale, elle se résume très rapidement. On voit un individu, au moment de l'acte, est-ce qu'il a des troubles? Et est-ce qu'on est capable de les diagnostiquer? S'il a des troubles, la question se pose, c'est au moment de l'acte, parce que des fois, on examine les gens 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, est-ce que les troubles étaient déjà présents? Ça, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Donc, c'est vraiment un exercice rétrospectif. Et ensuite, est-ce qu'il existe à ce moment-là un lien entre les troubles et le passage à l'acte? Et surtout, dans la discussion médico-légale, et c'est ça qui est important pour la question de l'abolition, est-ce que ces troubles, ils ont un lien direct et exclusif? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a que les troubles qui sont à l'origine du passage à l'acte? Et dans ce cadre-là, on peut aboutir à l'abolition. Donc, dans le cadre des troubles dissociatifs, l'idée, c'est d'éclairer un peu cette question, c'est-à-dire, est-ce que les troubles dissociatifs, au sens général du terme, ils vont pouvoir faire leur entrée dans les tribunaux, et notamment au niveau des assises? Et comment on va pouvoir l'expliquer en tant qu'auxiliaire de justice à des gens qui ne sont pas psychiatres? Et à partir de là, je l'ai décliné en 4 questions. La première, qui va nous être posée directement, c'est « Monsieur le psychiatre, vous avez dit qu'il avait des troubles dissociatifs, qu'il avait un trouble dissociatif de l'identité, mais qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Et pourquoi il ne vous aurait pas menti? Pourquoi il n'aurait pas fait du cinéma ?»
Le deuxième, et la deuxième question, c'est d'accord, il avait des troubles dissociatifs, ils ont des troubles dissociatifs, donc ils ont été diagnostiqués, mais on verra que certains troubles dissociatifs, comme l'a montré Coraline, ils ont été auto-induits, c'est-à-dire que la personne, elle se met elle-même en situation de dissociation. Et ça, c'est pas la même chose au point de vue de l'abolition. Ensuite, il y a aussi des troubles dissociatifs qui peuvent être consécutifs au propre passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il n'existait pas avant, mais le passage à l'acte a provoqué des troubles dissociatifs. Et enfin, la question la plus complexe que Coraline a abordée, c'est lorsqu'il y a un trouble dissociatif en amont, et notamment un trouble dissociatif de l'identité, et qu'il y a une interaction avec le passage à l'acte, dans quelle mesure on peut expliquer sur un plan médico-légal que ça a aboli le discernement? Alors, la première question qu'on va poser, c'est « et s'il y a une simulation, comment on fait ?» Oui, on voit qu'il y a une complexité, il y a une grosse hétérogénéité des symptômes dissociatifs, et notamment dans les troubles dissociatifs de l'identité, il y a des symptômes psychoformes, somatoformes, des symptômes post-traumatiques, mais il peut y avoir énormément d'autres symptômes associés, des troubles alimentaires, troubles de l'humeur, d'où des fois des erreurs diagnostiques entre personnalité pathologique, borderline, troubles de l'humeur, etc., etc. Donc, comment on peut dire que la personne n'a pas ces autres troubles ou alors ne simule pas? Souvent, si la personne veut se faire passer pour un trouble dissociatif de l'identité, en fait, elle va mettre en avant, on va dire, les symptômes les plus connus, c'est-à-dire les plus spectaculaires. Le changement de personnalité, passage d'une identité à une autre, la question de l'amnésie, c'est-à-dire que lorsque je passe d'une identité à une autre, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant, et le présenter sans honte, sans gêne, avec même revendiquant les symptômes. Je suis un TDI. Et en présentant les choses de façon très, très schématique. J'ai une identité toute bonne, vous la voyez aujourd'hui, et au moment du passage à l'acte, j'avais une identité toute mauvaise. Donc, mon passage à l'acte, il a été fait par le côté obscur de la force. Voilà. Et là, c'est vraiment à l'expert d'essayer de débusquer ça. Donc, il va falloir avoir de la rigueur. Et pourquoi? Parce qu'on est une spécialité où on va s'appuyer essentiellement sur l'examen clinique et sans forcément avoir d'examen complémentaire. Donc, il va y avoir des observations répétées, il faut des analyses méticuleuses, diachroniques, détaillées, corrélées au récit du sujet, en éliminant, bien entendu, et c'est la chose sur laquelle on va venir nous chercher aussi une participation toxicologique, la prise de produit, parce que dans ce cadre-là, on n'est plus dans le même contexte, et on peut s'aider, comme l'a dit Coraline aussi, d'entretiens semi-structurés ou d'échelles d'évaluation psychométrique, notamment Suzanne Boone qui a fait une échelle qui permet d'évaluer les troubles dissociatifs. Deuxième question auquel on peut être confronté, c'est quelqu'un qui s'est mis volontairement dans une situation de se dissocier. Alors, de façon, soit en consommant des toxiques, et on sait que le toxique peut aboutir à un état dissociatif, ou alors ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre dans une situation de danger. Par exemple, il va le soir se balader dans certaines rues avec un couteau, et il va se mettre dans cette situation telle que il y a la possibilité, effectivement, qu'il déclenche un trouble. Et après coup, il ne va pas insister, bien entendu, sur toutes les activités préparatoires, mais il va insister sur l'amnésie, sur l'hémorragie émotionnelle, sur la perte de contrôle qui a abouti au passage à l'acte. Et alors là, on voit que, et puisque c'était la question aussi qu'on a vue dernièrement, ou sur lesquelles on est venu chercher les psychiatres sur la question des prises de toxiques, la loi pourrait évoluer et soit aboutir à une modification de l'article 122.1, c'est-à-dire que la personne qui se serait mise volontairement dans une situation, soit en prenant des toxiques, soit en se dissociant, en voulant se dissocier, donc c'est un acte volontaire qui a précédé le passage à l'acte, ça exclurait les conditions de l'article 122.1 ou alors la question de mise en danger de la vie d'autrui, c'est-à-dire que la personne qui volontairement aurait pris un toxique ou volontairement se serait mis là-dedans, donc il y aurait une nouvelle infraction qui ferait que la personne pourrait être condamnée pour ces faits-là. Troisième question, la question des symptômes traumatiques chez les auteurs. Alors oui, il y a d'authentiques symptômes post-traumatiques chez les auteurs. Mathieu Lacan, qui travaille en prison, voit toute la journée des personnes qui ont commis des actes et dont le principal élément traumatique, c'est l'acte qu'ils ont eux-mêmes commis. Et il y a des symptômes traumatiques qui sont en lien direct avec l'acte, mais la question qui est posée à l'expert, c'est pas ça. La question qui est posée à l'expert, c'est en amont. En amont, au moment où il est passé à l'acte, juste avant, effectivement, juste avant, il était en capacité de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une exclusion totale et absolue de la question de l'abolition du discernement. Donc, il reste cette quatrième et dernière question qui est la plus épineuse. C'est
quelqu'un qui présentait en amont des symptômes dissociatifs et surtout un diagnostic principal, le trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire des identités distinctes qui peuvent se succéder et qui peuvent venir interagir avec des situations spécifiques menaçantes, c'est-à-dire une identité va apparaître parce qu'une situation spécifique l'a appelée. Et à ce moment-là, il y a des altérations, comme l'a montré très très bien Coraline, des cognitions, de la mémoire, mais aussi du contrôle moteur et des comportements. Et dans ce cadre-là, l'expert, basé sur cette clinique solide, va pouvoir effectivement discuter dans la discussion médico-légale et aussi aux assises la question de l'abolition du discernement. Donc en fait, pour conclure, il n'y a pas énormément de situations, mais il y en a quand même, dans lesquelles la question du trouble dissociatif de l'identité ou des symptômes dissociatifs plus généralement peuvent amener à une abolition du discernement. Donc, il ne faut pas oublier d'abord que l'expert, c'est un auxiliaire de justice. Donc, c'est à l'expert de rendre un discours accessible pour les jurés et accessible pour la justice. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des données solides et des analyses cliniques qui sont rigoureuses avec un discours qui doit rester simple. Je pense qu'il faut éviter effectivement les querelles de chapelle. On entend encore des psychiatres et des psychiatres experts dire le trouble dissociatif n'existe pas. Et c'est quelque chose, effectivement, comme on l'a entendu, qui est sensationnel, qui a été inventé par les Américains. Non, ce n'est pas le cas. On a des données qui sont de plus en plus solides. Et je pense que petit à petit, ce trouble dissociatif de l'identité va pouvoir avoir droit au chapitre dans les cours d'assises dans la mesure où les experts se l'approprient et dans la mesure où les experts se l'approprient avec une clinique solide. Voilà. Bravo Laurent, merci pour cette belle plaidoirie. C'est excellent et je trouve que c'est vrai, tu pointes la difficulté du travail de l'expert, la rigueur qui est importante dans ce travail que nous faisons en tant qu'experts et surtout de ne pas non plus jeter des coins d'ombre sur une clinique qui existe vraiment, mais il faut vraiment avoir cette rigueur d'analyse clinique que tu défends tellement bien. Donc, on va passer, tu auras des questions sur le chat. Merci d'être si nombreux, être connectés, plus de 200 personnes au pic. Et n'oubliez pas de poser des questions. Posez vos questions à Laurent Layet et je les prendrai. Alors, le prochain et qui va donner quand même le là, toujours dans la même continuité, c'est Mathieu Lacambre. Tu peux te connecter, Mathieu, s'il te plaît. Alors, hello. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci Mathieu d'être là. Tu es mon alter ego dans la section psychiatrie légale et j'ai un bonheur de travailler avec toi. Et je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Donc, tu es psychiatre, responsable de la filière psychiatrie légale au CHU de Montpellier. Et tu vas nous parler de cette dynamique très complexe entre la victime et l'agresseur. Donc, je pense que tu déclines tes liens d'intérêt. Tu as été président de la fédération des criards. Oui. Voilà. Et je travaille régulièrement pour la formation continue avec l'objectif de partager les bonnes choses. Je vais essayer effectivement d'éclairer les liens entre victime et auteur, à la question du discernement, avec d'abord un petit état des lieux. Alors, si pourquoi l'état des lieux, Mathieu Lacambre? Parce que là, c'est la scène du crime. En général, sur une scène de crime, on fait intervenir la police scientifique. Et pourquoi là, un psychiatre scientifique? L'idée, c'est de pouvoir faire un recueil le plus exhaustif possible des données de la littérature, mais aussi de certaines intuitions cliniques quand on voit des patients, en particulier des agresseurs, dans les formes de passage du statut de victime au statut d'auteur, avec des données qui prêtent à caution. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit solide sur le plan statistique, et si on veut récupérer la caution à la fin de mon exposé, il faut que ça soit bien clair avec des données fiables. Le constat, c'est qu'il y a d'abord une réponse qui est extrêmement variable au stress et au trauma. Sur un même événement, on le sait, les réponses vont varier d'un individu à l'autre, selon le sexe, l'âge, la personnalité, un certain nombre de facteurs de vulnérabilité. Selon les circonstances de l'agression, on sait que l'impact psychotraumatique est plus fort lorsque l'agresseur était censé protéger la victime. Donc, des adultes qui agressent des enfants, c'est toujours une catastrophe, en particulier des parents dans le cadre de l'inceste. Et puis ensuite, selon le type d'agression et de violence, en particulier les violences sexuelles, j'évoquais la catastrophe d'une violence sexuelle dans la construction de l'enfant lorsqu'elle est précoce et qu'elle est répétée.
Le syndrome de répétition fait partie du tableau psychotraumatique et peut favoriser du coup soit une survictimisation, soit la répétition de certains passages à l'acte. Les violences subies sont plus importantes dans certaines populations, en particulier d'agresseurs. On le sait aussi, c'est intuitif mais c'est réel, que la criminalité favorise la victimisation. Lorsque vous êtes sur un marché de la drogue, vous risquez de vous faire tuer, à défaut de tirer vous-même. Et donc, du coup, il y a déjà un lien, effectivement, du côté de la criminalité. Mais du côté de la psychiatrie, de la psychologie, on le sait aussi qu'il y a une surreprésentation dans tous les types de violences et d'agressions du taux de victimes chez ces agresseurs et chez les malades mentaux aussi. Avec aussi une propension à la survictimisation de certaines victimes, avec un lien dans le cas de ces symptômes dissociatifs qui ont été remarquablement décrits, et des modélisations depuis maintenant 20, 30 ans autour du cycle de la violence dans sa répétition, autour d'un paradigme du statut de victime à celui de victimiser, des victimes elles-mêmes, c'est-à-dire que les victimes peuvent retourner la violence contre elles-mêmes avec des modèles qui prêtent du coup à discussion et à débat, et puis aussi des superpositions entre statut de victime et statut d'auteur. J'ai envie de te poser une question sur le lieu commun, parce que la victime et l'agresseur se retrouvent toujours sur la même scène. On parlait de scène de crime. Est-ce que la victime devient-elle auteur? C'est quoi ce focus? S'il te plaît, tu peux mettre un petit focus sur ce syndrome de répétition? Alors, clairement, on va en parler avec d'abord, dans le cas des prédispositions, la prise de conscience qu'on est victime. Ça fait partie des facteurs de risque autour du déni, y compris chez l'auteur, avec le syndrome d'accommodation qui avait été décrit par Sumit en 1983, autour de ces enfants qui ne vont pas révéler les faits, qui trouvent ça rigolo de jouer avec le zizi, et puis ensuite qui sont un peu perplexes, et puis ensuite qui sont mal à l'aise avec le secret, avec un sentiment d'impuissance, puis du coping, une révélation, puis une rétractation. Si on rajoute de la dissociation dans ces différentes étapes, ça peut favoriser des passages à l'acte, des recours à l'acte d'abord auto-agressifs et puis ensuite hétéro-agressifs. Donc la première étape, c'est de comprendre qu'on est victime. Pour sortir de ce cycle infernal victime-victimisé, comme si toutes les victimes allaient retourner la violence contre elles ou sinon devenir des agresseurs, les Américains ont proposé un autre modèle, le modèle TOPA, autour de la question du trauma et de la prédisposition en facteur de capacité de résilience, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que les facteurs de risque, on considère aussi les facteurs de protection, qui sont neuropsycho, neurobiologiques, mais aussi dynamiques et écologiques, voire culturels, qui permettent de résister à un trauma, à une séquence traumatique, et d'éviter ensuite ces phénomènes d'amorce, amorce mnésique, trigger, qui répètent la séquence. Les phénomènes d'amorce mnésique, c'est une catastrophe. C'est comme si ça vous renvoyait systématiquement sur la scène de crime à partir d'une perception très ponctuelle et très limitée. C'est-à-dire, par exemple, je pense à une patiente qui, lorsqu'elle entendait le bruit de l'eau, réactivait la séquence du viol qu'elle avait subi parce qu'elle avait été violée près d'un cours d'eau. Donc, ça peut être très, très invalidant avec cette scène de crime qui est en permanence présente. Sauf que, en fonction de cette prédisposition, le trauma arrive, vous allez le réguler de différentes manières avec cette capacité de résilience, le coping, avec une prise de conscience de la violence que vous avez subie et ensuite basculer soit du côté de la répétition des violences que vous allez vous infliger contre vous-même, l'alcool, les conduites suicidaires, phlébotomie, automutilation, etc. Ou sinon passer du côté de l'auteur, comme essayer pour essayer de se décaler de la situation de la position de victime, revenir sur la scène de crime tout en modifiant les paramètres. Et de l'autre côté, il n'y a pas de déterminisme. Un certain nombre de personnes vont être en capacité de pouvoir finalement résister à la tentation de la violence et de sa répétition contre soi-même ou contre les autres. Ok. Dans les violences familiales, par exemple, on est dans ce cycle infernal où dans la relation victime-auteur, on est dans la répétition avec ces différentes phases qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, les professionnels ont du mal à comprendre comment est-ce que les victimes peuvent rester auprès des auteurs. Alors, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs facteurs. Lorsqu'on rajoute de la dissociation, et bien finalement, on participe de la répétition avec quand même des phases de passage et des formes de passage dont on va reparler. Au sujet des violences sexuelles, en particulier entre mineurs, c'est assez compliqué avec une espèce de gradient du refus, pas de demande, ok, vas-y si tu veux, et puis une autorisation et un consentement réel, avec des difficultés ensuite sur le plan juridique pour identifier une relation sexuelle versus une agression sexuelle, ce qui pourrait être un viol. Oui, et là, justement, la zone du consentement, tu la mets où là, Mathieu? Ah oui, tu veux parler de la zone grise du consentement, c'est les signaux mixtes, c'est-à-dire qu'il y a une émotion négative et c'est cette idée que qui ne dit mot consent, c'est-à-dire elle m'a pas dit non, elle n'a pas exprimé de la violence et donc du coup elle s'est pas manifestée donc j'y suis allé. Eh ben non, faux. C'est ce qu'on appelle nous la règle des 3 C,
se connaître, donc pouvoir identifier si on a une fragilité, une vulnérabilité traumatique, éventuellement se faire diagnostiquer, dépister si on a un trouble dissociatif, la capacité de communiquer et interagir de manière adaptée, et ensuite cette capacité à consentir. Or, si la capacité de discernement et la capacité de consentement, les deux sont altérées, forcément, on est dans l'incapacité de s'engager dans une relation sexuelle et toute interaction sexuelle sera donc une agression et sera un viol. Donc, il faut être simple et pragmatique. Quand on est dissocié, on ne peut pas consentir. Là, justement, les victimes restent victimes. Les victimes, quand on est victime, on reste victime. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux illustrer ça, s'il te plaît? Oui, et on le sait aussi depuis longtemps, par exemple, le syndrome de Stockholm, 1973, vous savez, la prise d'otage dans la banque, etc., avec les personnes potentiellement victimes qui vont s'identifier aux agresseurs et embrasser leur cause. Avec l'autre mouvement, à Lima, prise d'otage dans la résidence de l'ambassadeur du Japon en 1996. Et là, ce sont les preneurs d'otages qui vont avoir de l'empathie pour les personnes qu'ils ont pris en otage. Donc, globalement, il y a bien des formes d'échange, d'interaction, d'empathie entre la victime et l'auteur, voire d'identification, voire de passage réel. Voici une étude qui a été réalisée il y a une vingtaine d'années, qui est très, très solide. Je vais vous donner seulement quelques résultats. C'est une consultation en Angleterre de psychiatrie légale avec, ils ont 25 000 patients là, sur 40 ans et ils vont randomiser 800 patients. Et sur ces 800 patients, ils vont étudier un certain nombre de caractéristiques, dont le taux de victimisation chez les agresseurs et chez ceux qui n'ont pas agressé physiquement. On voit d'abord une première notion que chez les agresseurs, ceux qui ont déjà commis des agressions, le taux de victimisation est plus important, à peu près 3 fois plus important. Donc, statistiquement, il apparaît un lien entre le fait d'être auteur et le fait d'avoir été victime. Et ce qui est intéressant, quand on fait un focus chez les agresseurs sexuels étaient à peu près dans 60% des cas victimes eux-mêmes de violences, en particulier de violences sexuelles, contre 30% environ tous les agresseurs. Autre donnée assez importante, si on fait un focus de plus en plus précis sur la question des violences sexuelles agies puis subies. Le risque de devenir agresseur était encore plus important lorsqu'on avait subi des agressions pédosexuelles, c'est-à-dire enfant, et encore plus important, à peu près au même niveau, lorsqu'on avait été victime d'inceste. Là, on est dans des populations masculines. Sur la population qui avait été prise au hasard, il y avait seulement 2% de femmes. Et c'était, non, 11% de femmes, pardon, et 2% d'agresseurs. Avec ce modèle aussi écologique, voire sociologique, d'externalisation des violences chez les hommes, d'internalisation chez les femmes. Donc, ce lien est finalement très genré pour différentes raisons et on est sur des statistiques à la fois solides, répliquées, mais qui sont très spécifiques. Donc, attention, à chaque fois, il faut préciser de quoi on parle, de quel type de violence, de quel type d'agresseur, de quel type de victime. Et d'ailleurs, chez les malades mentaux, c'est assez catastrophique parce qu'il y a un lien très, très étroit. Par exemple, le risque d'être victime est multiplié par 4 si la personne malade a agi des violences dans les 2 semaines qui précèdent. Donc, vous avez agi des violences et vous allez devenir victime, avec un lien très, très étroit. Et chez les malades mentaux, les facteurs de risque sont les mêmes, tant du côté du risque de devenir agresseur que du risque de devenir victime, avec des consommations de substances, avec des traits de personnalité psychopathiques, avec un stress perçu interne majeur. Et si on compare des malades mentaux qui ont été victimes versus des malades mentaux qui n'ont pas été victimes, le risque, quand on a été victime, est de 76% plus élevé par rapport aux malades mentaux non victimes de devenir agresseurs. Donc, le lien existe. Il faut pouvoir identifier, finalement, ces différents facteurs. Incroyable. Donc, si je comprends bien, la victime, on a 76% de risque de devenir auteur si on était victime soi-même et si on est malade mental. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc, la maladie mentale comme facteur de risque, finalement. Donc, on peut considérer, on le sait que c'est une vulnérabilité, en sachant que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont pas des gens dangereux, mais participent de ce risque et de transition, et dans les deux sens. Et donc, notre responsabilité en tant que psychiatre, à chaque fois qu'un patient est victime ou auteur, c'est de pouvoir mettre en place les conditions pour le protéger, parce que le risque augmente dans les semaines qui suivent de transition. Et du côté de la dissociation, même problème. On est dans un cercle, un cycle infernal. À chaque fois qu'il y a une menace, ça peut favoriser à travers, par exemple, une amorce mnésique autour de la scène de crime. Ça vient évoquer la scène de crime. Je parlais, par exemple, de l'eau, le bruit de l'eau qui peut réévoquer le viol, dissociation et éventuellement un recours à l'acte, d'abord pour se sauver, voire pour se protéger. Et pour se protéger régulièrement, ce sont des violences qui sont agies. Si je considère ce cycle,
On peut inverser les différentes étapes avec, face à une menace, le recours à la violence, c'est-à-dire un passage à l'acte qui peut favoriser la dissociation et l'entretenir. C'est ce qu'évoquait Laurent Layet avec la difficulté pour des victimes qui ont été victimes de violences pendant des années de pouvoir justifier au tribunal d'une éventuelle légitime défense dans ce cycle qui se répète et qui s'aggrave. Donc, en fait, ce que tu décris, c'est vraiment les événements de gâchette qui refont rejaillir tout ça. Et donc, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces victimes? Parce que là, Coraline a décrit, Laurent, il a mis l'accent sur l'irresponsabilité. Toi, tu vois que ces phénomènes sont complexes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Et c'est la bonne question. On peut agir sur l'ensemble des facteurs de risque qui ont été repérés par l'OMS depuis maintenant plus de 30 ans. Ce sont les mêmes facteurs de risque qui concernent l'ensemble des violences. Et on peut protéger des victimes afin d'éviter qu'elles redeviennent victimes, y compris d'elles-mêmes. Et on peut protéger aussi des auteurs de violences afin d'éviter qu'elles répètent les violences ou qu'ils deviennent victimes. Ces facteurs de risque, ils ont été identifiés. Sur le plan sociétal, par exemple, aujourd'hui, c'est la culture du viol. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez à 2 heures du matin en mini-jupe au milieu de la place? Des facteurs plutôt communautaires autour des genres, du sexisme, de certains comportements, des facteurs relationnels autour de la relation d'emprise, et puis des facteurs individuels autour de la dissociation traumatique. Nous, en tant que psychiatres, on peut agir directement autour du diagnostic de dissociation qui concernera autant les victimes que les auteurs et qui est un facteur de vulnérabilité pour la transition chez les malades mentaux. On a développé d'ailleurs des outils de prévention que je vous proposerai dans mes références. Si je veux essayer de conclure très rapidement, discernement et consentement sont des capacités cognitives, mais aussi des compétences sociales et psychosociales qui peuvent être immatures selon l'âge du sujet, son développement, qui peuvent être altérées dans certains troubles psychiatriques, d'où cette vulnérabilité chez les malades mentaux, voire atrophiées. Un certain nombre de sujets psychopathes ont un déficit en termes de capacité d'empathie et de recherche du consentement et éventuellement d'expression du consentement. Mais globalement, ces dimensions sont souvent négligées et maltraitées, avec un lien direct avec le niveau de conscience, c'est la dissociation, et les expériences antérieures au trauma qu'il va falloir absolument prendre en charge, protéger, renforcer les compétences et les capacités du sujet pour éviter la répétition. Merci Mathieu Lacambre, bravo, toujours aussi pédagogue en très peu de temps et toujours aussi clair. Merci beaucoup. Alors, je rappelle 2 événements. L'un qui se passe à Montpellier, c'est le CFP, et le deuxième, c'est notre journée de psychiatrie légale qui aura lieu au Sénat cette année. Le nombre de places est très limité parce qu'on ne rentre pas dans le Sénat comme ça. Donc, c'est une journée qui va être concentrée autour de la responsabilité. D'un côté, la responsabilité du psychiatre et de l'autre, l'irresponsabilité de nos patients et des malades mentaux. Donc, si vous avez un intérêt particulier pour cette thématique, les places sont très limitées. Inscrivez-vous sur le site de l'AFPBN. Alors, tout le monde est remonté sur scène. On a énormément de questions. Je vais commencer par 2 questions de Sébastien Weber. Salut Sébastien, merci à toi. Alors, une question qui est dirigée à Coraline Ingré. Une question légère et marrante. C'est quoi comme type de bête ta vidéo? Alors, c'est un opposum et ça vient de l'excellente chaîne YouTube, le Psylab de Christophe Debien, qui effectivement explique ces phénomènes de sidération. Ok, un bonjour aux copains de Psylab, le Nord. Alors, une question plus sérieuse, toujours de Sébastien. Alors, le concept de dissociation, Coraline, fait sens sur le plan du modèle psychologique, comme tu l'as expliqué. Alors, Sébastien se pose la question sur comment ça s'implémente sur le plan neurobiologique. Est-ce qu'il y a des données existantes? Oui, il y a des données existantes, mais qui restent très complexes parce qu'elles sont étudiées à travers certains troubles dissociatifs, le trouble dissociatif somatoforme, donc les troubles neurologiques fonctionnels, le TDI, le trouble de dépersonnalisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait à quel point des traumas dans l'enfance ont des répercussions multiples sur l'anatomie et la connectivité cérébrale. On sait en particulier que les zones pariétales qui ont énormément d'importance dans le sentiment d'identité sont impliquées dans ces troubles dissociatifs. On a aussi des perturbations dans tout ce qui va être amygdalien et hippocampique au niveau
de l'engrammage de ces souvenirs traumatiques avec des liens avec le trouble de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas une question sur laquelle on peut répondre en quelques secondes, mais effectivement, dans cette lettre du psychiatre, j'ai demandé à Stéphane Mouchabak et Ismaël Conegero de faire une synthèse très réussie et même un schéma autour de cela. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil. Ok, alors toujours une question pour Coraline, et c'est ton alter ego qui te la pose. Wissam Elhaj, salut Wissam, tu es de Tours, et donc il te pose une question concernant les hallucinations. On a parlé de dissociation, mais les hallucinations. Est-ce que les symptômes tels qu'un syndrome hallucinatoire attribuable à de la dissociation psychique, est-ce que tu peux l'attribuer à une dissociation, ou bien c'est forcément aussi évocateur de troubles psychotiques comme on a l'habitude de croire? Alors, c'est vraiment une excellente question et c'est un vrai point en pratique. On n'est habituellement pas formé à l'idée que les hallucinations, en particulier intrapsychiques, en particulier si c'est des voix d'enfants associées à un sentiment d'automatisme mental, on a un petit peu cette autoroute à se dire « Ok, on est dans la psychose, on est dans la schizophrénie. » Attention, attention, c'est typiquement des symptomatologies qu'on retrouve dans les troubles dissociatifs complexes, en particulier dans le TDI, mais pas seulement. On peut avoir ces phénomènes hallucinatoires. Rappelez-vous, les parties dissociées, ces parties émotionnelles, fragments, altères, enfin tout ça est une question de théorie sous-jacente, peuvent se constituer et peuvent tenter de faire intrusion à travers ce type d'hallucination, peuvent tenter de prendre le contrôle exécutif à travers ce sentiment d'automatisme mental. Donc attention, quand vous êtes face à une symptomatologie qui vous semble psychotique, qui se limite à ces hallucinations, à cet automatisme mental, et pour lequel vous n'avez pas de désorganisation nette des pensées, de la parole, méfiez-vous et vraiment interrogez le vécu psychotraumatique, recherchez des troubles de stress post-traumatique associés. On le sait, la schizophrénie, on a énormément de traumatismes antérieurs, mais sans aucun doute qu'on a un sous-déficit de diagnostic de troubles dissociatifs, en particulier chez les patients qu'on considère comme souffrant de schizophrénie. Voilà. Bon, tu es bavarde comme moi, mademoiselle Ingrid. Alors, beaucoup de remarques dans le chat pour vous féliciter pour la clarté de vos interventions tous les trois. À Mathieu également, une question de Aïcha Sekou qui te pose la question, Mathieu Lacombre. Est-ce que la différence entre les troubles dissociatifs et les troubles de l'identité, quelle différence, entre troubles dissociatifs de l'identité et la schizophrénie, et quelle prise en charge que tu peux proposer pour ces troubles? Alors, c'est ce qu'évoquait Coraline à l'introduction. On ne doit plus parler de dissociation dans la schizophrénie. On parle de désorganisation. Donc, il y a des problèmes de traduction. Donc, attention, la langue, c'est un dialecte et une armée. Il ne faut pas se tromper de combat. Et donc, du coup, dans notre langage médical scientifique, schizophrénie égale désorganisation. Donc, le patient schizophrène, il est délirant, désorganisé, avec un trouble des interactions sociales. Et la désorganisation, elle est traitée avec certains antipsychotiques, mais surtout de la réhabilitation, de l'entraînement cognitif, de la remédiation cognitive. La dissociation traumatique, je vais laisser Coraline répondre, c'est elle la championne du monde. Sur la dissociation, tout l'intérêt va être de travailler des processus d'intégration. C'est-à-dire identifier ces parties émotionnelles qui ne sont pas forcément des identités au sens de split, même si ça peut l'être. Les identifier leurs besoins, identifier de quoi ils sont porteurs comme matériel traumatique. À certains moments, ce besoin de figement ou au contraire de monter au front ou de se battre, ou au contraire d'évitement et de fuite. On voit les trois réactions comportementales. On va les identifier les besoins et on peut travailler à réintégrer en partie ces parties dissociatives à un ensemble plus complexe. C'est une stratégie. En tout cas, aller travailler sur les traumatismes, ça, c'est indispensable. Ok, une question pour Laurent Layet de Jeanne Michelet. Si un agresseur a été victime plus tôt, est-ce considéré comme une circonstance atténuante pendant un procès, monsieur l'expert? Certainement, en aucun cas.
C'est ni une circonstance nécessaire ni suffisante. Hein. Tout ça et le fait d'avoir été… D'abord, il n'y a pas de fatalité. Hein. Quelqu'un qui a été victime ne devient pas forcément agresseur. On voit qu'il y a des cycles qui peuvent être mis en évidence. Donc déjà, la transition, elle n'est pas forcément de fait. D'accord. On peut échapper. Il y a d'autres possibilités. Hein. Alors, je ne reviendrai pas sur la notion de résilience, je ne reviendrai pas sur plein d'autres notions, mais non. En aucun cas. L'idée, c'est que dans les cours d'assises, il faut vraiment faire la différence entre quelque chose qui est de l'ordre d'essayer de faire comprendre ce qui s'est passé, mais faire comprendre, ce n'est pas forcément excuser. Voilà. Ok. Alors, une dernière question encore pour Coraline Ingré sur le continuum entre la dissociation et le TDI. Est-ce que tu peux, c'est un mécanisme, c'est le même, ça a le même terreau? Est-ce qu'il y a un continuum entre les deux? Très court. Oui, la dissociation est un continuum, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Hein. La dissociation est une fonction absolument commune chez tous les humains et chez les animaux. C'est une capacité cérébrale qu'on a tous. Elle peut s'exprimer lors des traumatismes et c'est normal. Elle peut s'exprimer au quotidien et c'est normal. Quand il y a répétition, en particulier de traumatisme, quand ce mécanisme est utilisé extrêmement souvent ou quand il survient très très tôt, au moment où l'identité, la construction de sa personnalité n'est pas encore totalement aboutie, ça devient pathologique. Et on peut aller jusqu'à des scissions de ces identités au niveau du TDI, qui est finalement au bout de ce spectre dissociatif. Dernière question, toute dernière, en 2 mots, encore Coraline Ingré. Est-ce que le trouble borderline est un trouble dissociatif? Je suis désolée, mais c'est une question très complexe qui mériterait 1 heure. Alors, c'est vraiment une question hyper intéressante. On peut parler, effectivement, il y a le trouble borderline, et il arrive dans la CIM 11, le trouble de stress post-traumatique complexe. Et la différence entre les deux, objectivement, elle n'est pas très simple. Une manière de voir les choses, mais ça reste assez spécialisé. On le sait, hein, les borderlines sont souvent très dissociés, ont un passé psychotraumatique souvent extrêmement important. L'idée, ce serait que probablement que dans les borderlines par rapport aux troubles de stress post-traumatique complexe, il y aurait moins d'intrusion de souvenirs et de réactions traumatiques et que ça se centrerait plus sur les difficultés relationnelles, d'abandon autour. Mais vraiment, la différence, elle est loin d'être évidente. Et donc, quand vous avez une patiente ou un patient borderline, intéressez-vous au trauma et dites-vous que vous avez un sacré levier thérapeutique devant vous plutôt que vous dire « ouais, encore un borderline, je ne sais pas quoi en faire ». Mais pour tous les patients petits, hein, intéressez-vous au trauma. Ok, alors il me revient de vous remercier tous les 3, vous étiez excellents. Alors je vous lis vraiment ce qu'il y a dans le chat, mais il pleut des compliments. Bravo, encore bravo, un grand merci et bravo à tous. On espère que la journée du Sénat sera retransmise sur le web, etc., etc. Vous êtes inondés de félicitations, bravo encore à vous. Et je renvoie ceux qui n'ont pas pu être connectés pendant toute la durée du webinaire sur le site de l'AFPBN. Il y a d'autres webinaires, vous trouverez d'autres webinaires de la section psychiatrie légale, mais pas seulement. Donc, merci d'avoir participé à cette transmission en direct et vous pouvez la réécouter donc en cliquant sur AFPBN, le site. Donc, on vous attend toujours sur ces conférences. Il y en aura d'autres qui vont être déclinées. Merci à tous. Merci Mathieu Montpellier, merci Laurent Avignon, merci Coraline à Nancy et merci. On espère vous voir très vite en présentiel. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. On a tenu le timing.